Voilà. Alors, merci. Merci, coach Micheline Tano, d'être présente avec nous. C'est toujours un honneur de vous avoir. Donc, coach Micheline Tano, donc, elle est coach. Elle s'occupe essentiellement des femmes, mais pas que. En tout cas, des personnes qui sont dans le monde professionnel. Et elle est régulièrement l'invitée de la chaîne nationale ivoirienne, la RTI. Et voilà, tous ces lives, en tout cas, j'ai toujours des retours magnifiques sur les webinaires qu'elle accepte de bien vouloir nous faire. Donc, encore une fois, merci à la coach Micheline d'être avec nous. Et donc, ce soir, on a voulu parler d'un thème qui est beaucoup revenu parmi les points de blocage des personnes de la session en cours du bootcamp métier de destinée. C'était comment gérer ses émotions. Et notamment comment gérer ses émotions pour avoir plus de leadership en entreprise et plus de confiance en soi en général dans la vie de tous les jours. Donc voilà le thème qui va nous occuper aujourd'hui. Donc il y a certaines personnes de cette session qui n'ont pas pu être présentes mais qui m'ont transmis leurs questions à l'avance. Donc je vous les poserai aussi à la fin de votre intervention, coach Micheline. Rosemary, il y a des coupures, hein, je ne te suis pas bien. Ah, d'accord. Alors, attendez. En fait, c'est pareil de mon côté. Hein. Ok. Je croyais même que c'était... Voilà. Là, tu es connecté deux fois, je sais pas. Oui, je suis connectée 2 fois. Je vais me déplacer. Voilà. Je pense que là, il n'y a pas d'interférence. Je suis assez loin. Les deux appareils sont assez loin l'un de l'autre. En fait, donc, je disais juste que la coach Micheline, elle est spécialisée dans le coaching des personnes qui sont dans le monde professionnel. Elle est invitée contributrice régulière sur la RTI, donc la chaîne nationale ivoirienne. Et voilà. Et à chaque fois qu'elle intervient dans le bootcamp métier de destinée, j'ai toujours des échos fantastiques parce que c'est toujours un coaching d'impact. Et voilà, ce soir, on a voulu aborder le thème de comment gérer ses émotions pour avoir plus confiance en soi, pour avoir plus de leadership, pour avoir plus d'impact dans le monde professionnel. Voilà. Alors, je ne sais pas si coach Micheline, tu veux te représenter, présenter ta structure et de coaching aussi. Et puis, voilà, et puis, on va dérouler sur le thème. Ah oui, ce que je disais aussi, c'est qu'il y a certains participants de la promotion du mois en cours qui n'ont pas pu assister, mais qui m'ont fait passer leurs questions à l'avance. Et donc, je vais te les poser à la fin de ton entretien pour qu'ils puissent avoir la réponse dans les replays. Ouais. Ça marche. Bonsoir tout le monde. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Donc, comme elle a dit, je suis Micheline. J'ai 3 enfants et je suis la fondatrice de Femme Impact, qui est un cabinet de coaching essentiellement dédié à la femme leader. Donc, à Femme Impact, notre mission, c'est vraiment d'aider la femme leader à accéder à la paix intérieure et à élever son niveau de leadership et d'impact. Voilà ce que nous faisons à Femme Impact. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Comment gérer les émotions? Je n'ai pas préparé de PowerPoint, d'accord? Je vais juste utiliser le tableau blanc. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on ait un échange. Je vais juste faire une petite présentation. Et après, disons, une présentation de 30 minutes, je suis très bavarde. Donc, quand je dis petite présentation, alors, donc, je vais juste utiliser le tableau blanc. Et après, nous allons échanger sur vos défis par rapport à la gestion de vos émotions et des problématiques que cela crée dans votre vie privée et professionnelle, on va dire. D'accord? Alors, déjà, qu'est-ce qu'une émotion? Donc, de façon très simple, une émotion, on va dire, est une réaction physiologique. D'accord? Donc,
physiologie, entendez par une réaction de notre organisme qu'on ne peut éviter. Donc, une réaction normale. Une réaction normale. Alors, pourquoi est-ce que ce thème est tellement récurrent? Je vais vous l'expliquer tout. Déjà, comment est-ce que je gère ça? Texte. Expliquer à travers ce modèle. Donc là, on a la circonstance. OK? Vous êtes face à une situation qu'on va appeler ici circonstance. Et face à cette situation, laissez-moi trouver la flèche. Je ne suis pas très douée dans ça, donc on va bricoler aujourd'hui. Voilà. Je prends ça. Ou bien je prends le crayon rapidement. Voilà, c'est bon là. OK, moi qui ai voulu faire simple aujourd'hui. Bon, comment est-ce que je fais ça? Bon, vous savez quoi? On va oublier la flèche, d'accord? Alors, on a une circonstance et face à cette circonstance, nous avons des pensées que nous nourrissons, OK? Pour être plus simple, nous avons des pensées. Nous avons des croyances. Nous avons un dialogue interne. Un dialogue interne, d'accord? OK. Alors, je suis face à une circonstance. Je prends la circonstance de je dois présenter un rapport en entreprise, en public, d'accord? Et face à cette circonstance, je développe un certain type de pensée. Par exemple, je me dis, est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Comment est-ce que ça va se passer? Et évidemment, lorsque je me dis ça, ça crée un certain type d'émotion. OK? Et qui va engendrer un certain type d'action. D'accord? Alors, pourquoi c'est tellement important de gérer, de savoir gérer ses émotions? Tout simplement parce que le type d'émotion que nous avons habituellement, notre façon de gérer nos émotions détermine la qualité des actions que nous allons mener. Prenons le cas de la personne qui veut prendre la parole en public et qui commence à se dire, est-ce que je vais y arriver? Je ne me sens pas capable. Ou qui a des croyances selon lesquelles elle n'est pas faite pour prendre la parole en public. À votre avis, quel type d'émotion va-t-elle éprouver? OK? Quel type d'émotion elle va éprouver? Évidemment, forcément, elle aura peur
D'accord? Donc, pour revenir au type d'émotion, on a la peur, les émotions primaires. On a la peur, la colère, la tristesse et la joie. D'accord? Je suis de l'école des personnes qui disent que il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas d'émotions négatives, ça n'existe pas. C'est juste, on a juste des émotions difficiles et des émotions plus faciles à gérer. Parce qu'en réalité, chaque émotion a sa raison d'être. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, je développe une certaine pensée qui crée la peur, par exemple, dans notre exemple, et qui va empêcher cette personne de passer à l'action. OK? On va prendre une autre personne qui, elle, va se dire, c'est vrai que c'est la première fois que je vais prendre la parole en public, mais je peux y arriver. Si les autres y arrivent, je peux y arriver. Et dans ce cas-là, cette personne va développer, va avoir une émotion, on va dire, facile à gérer, une émotion énergisante, d'accord, qui va lui permettre de passer efficacement en action. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet qui est important, pourquoi est-ce que c'est important de savoir gérer ses émotions? Parce que pour une personne, nous sommes toutes en interaction avec d'autres personnes. En entreprise, soit on est manager, soit on est entrepreneur même, et on est amené à gérer des personnes. OK? Donc, une personne qui ne sait pas gérer ses émotions aura du mal à comprendre les autres, c'est-à-dire à avoir une intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est apprendre à gérer, c'est savoir gérer ses émotions et comprendre les émotions des autres de sorte à rentrer en interaction avec elles de façon positive, de façon terre à terre, si je vous décris l'intelligence émotionnelle comme ça. Donc, lorsque vous avez ce schéma, vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas la circonstance qui détermine l'émotion, ou ce n'est pas la circonstance qui est importante dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez. C'est les pensées, les croyances, le dialogue interne, vos pensées, vos croyances, vos dialogues, votre dialogue interne qui va déterminer vos émotions, votre état d'âme et ensuite déterminer les actions. Donc, peu importe la circonstance, c'est très important de pouvoir gérer ses émotions, tout simplement parce que lorsqu'on sait gérer ses émotions, en prenant le contrôle de son esprit, vu qu'au niveau de l'esprit, c'est là, il y a les pensées, les croyances, le dialogue interne, on est amené, on devient une personne capable d'atteindre facilement ses objectifs. On devient une femme leader qui arrive à impacter les autres parce qu'elle arrive à gérer ses émotions, elle produit du résultat et étant donné qu'elle sait gérer ses émotions, elle est empathique, elle sait rentrer en relation avec les autres, donc elle a la capacité d'influencer favorablement les autres. Je sais que plusieurs d'entre nous ici ont déjà eu affaire à un supérieur qui pète les plombs à chaque carrefour, quoi. Donc, c'est pas très intéressant, OK? Alors, comment est-ce que ça se passe? Déjà, je vais parler des erreurs que nous faisons lorsque nous sommes amenés à gérer nos émotions. Quand on parle d'émotions, OK? La première erreur, c'est celle selon laquelle la plupart des personnes pensent que il y a certaines émotions qu'elles ne doivent pas, on va dire, éprouver. OK? Donc, il y a des personnes, par exemple, qui s'empêchent d'avoir peur, qui s'empêchent d'être tristes, ou même quand elles sont tristes, elles étouffent. D'accord? Alors que dans la gestion des émotions, je vais voir si je peux dessiner. Vous allez souffrir que je veux dessiner. Ça ne sera pas évident. OK, donc je vais vous expliquer cela comme ça, juste les étapes. Alors, il y a plusieurs étapes, d'accord? La première étape dans la gestion des émotions, lorsque nous sommes face à une émotion qui arrive,
on a d'abord ce qu'on appelle la montée de l'émotion, d'accord? Donc, l'émotion arrive et on a la première étape, on a la montée. On va appeler ça comme ça, ok? On a la montée. Ensuite, on a la tension, d'accord? Donc, c'est-à-dire que l'émotion monte progressivement jusqu'à un certain niveau. Et là, il y a la tension. Et c'est au niveau de la tension que vous allez observer une mobilisation de l'organisme. C'est-à-dire que si c'est l'émotion de la peur, j'ai mes muscles qui vont se tendre, j'ai ma respiration qui va s'accélérer, j'ai les yeux qui vont devenir hagards et puis j'aurai tendance à m'enfuir. D'accord? Donc, ensuite, nous avons la décharge. Vous allez comprendre quelque chose aussi. Le gros défi que nous avons avec les émotions, c'est que la plupart des personnes restent au niveau de la tension. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, face à une situation, vous avez emmené votre organisme à réagir par rapport, on va dire, suite aux croyances, au dialogue interne ou à la pensée que vous avez développée face à la situation, d'accord? Ou bien que vous avez enclenché, aux croyances que vous avez enclenchées face à la situation. Et l'émotion monte, prenons l'émotion de la colère, par exemple. L'émotion monte et elle arrive au niveau de la tension. C'est-à-dire que la personne est énervée, ça monte, et au niveau de la tension, ça bloque. Ça bloque parce que la personne se dit, je n'ai pas le droit d'être en colère. Ou bien, je ne peux pas être en colère. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de décharge. Et quand c'est comme ça, les risques sont énormes. Le premier risque, c'est que cette tension, parce qu'on ne peut pas laisser l'organisme sous une tension perpétuelle. Je vous ai dit, on a l'accélération du rythme cardiaque. Donc, s'il y a l'accélération du rythme cardiaque, c'est que le sang circule rapidement. On respire d'une certaine manière, donc il y a les hormones du stress qui sont libérées. Donc, une personne qui vit constamment comme ça, à votre avis, qu'est-ce qui va arriver? Bien sûr, soit c'est des maladies, donc les maladies cardiovasculaires, toutes les personnes qui ont des tensions, toutes les personnes qui ont de l'ulcère, des palpitations de façon récurrente, faites attention. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, le corps ne va pas supporter ce trop plein de tension. Et c'est à ce moment-là qu'on dit la personne a pété les plombs. Vous allez voir quelqu'un qui tout d'un coup s'énerve pour une situation qui n'a rien à voir avec le niveau, on va dire, qui n'a rien à voir avec, on va dire, le niveau de sa colère, en fait. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Mais en réalité, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La personne a entassé, chez nous, les coachs ont dit, elle est une montagne accumulée, en fait. Un volcan a endormi ou une montagne accumulée. C'est que la personne a tellement entassé les émotions, a pensé les gérer, alors qu'en réalité, elle ne les a pas gérées. Il n'y a pas eu de décharge, d'accord? Il n'y a pas eu de décharge. Et donc, finalement, ce qui se passe, soit la personne tombe malade. Donc, quand je parle de maladie, ça peut même être des simples douleurs articulaires, un mal de ventre, un vertige, on se sent faible, le trop plein d'émotions. Je vais prendre le cas de la tristesse. Rappelez-vous, je vous ai dit, il n'y a pas d'émotion négative. Chaque émotion a son rôle à jouer. D'accord? Chaque émotion a son rôle à jouer. En réalité, les émotions sont là pour nous dire, attention, il y a quelque chose qui se passe. Tu as besoin de te poser, réfléchir et prendre une décision pour avancer. Par exemple, quelqu'un est face à une situation, on va dire triste, ok? Une situation un échec, et elle est triste, et elle s'empêche, la tristesse monte, et elle s'empêche d'évacuer. Donc, il n'y a pas de décharge, ok? Ce qui va se passer, c'est que cette personne ne va pas
tirer les leçons de cette situation. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a une émotion, la question à se poser, c'est quelle est l'information que cette émotion vient me donner? D'accord? Je suis triste, pourquoi? Je suis triste parce que j'ai échoué ou je suis en colère parce que j'ai échoué. Pourquoi est-ce que j'ai échoué? D'accord? Donc, en réalité, pour le cas de la tristesse, les moments de tristesse sont salutaires parfois parce qu'elles nous permettent de prendre du recul par rapport à une situation donnée et de prendre les bonnes décisions pour nous en ce qui concerne le futur, en ce qui concerne les objectifs qu'on a à atteindre. Alors que lorsqu'on reste on reste la tête dans le guidon, c'est qu'on ne prend pas de recul, on ne s'autorise pas à aller mal, alors que c'est normal d'aller mal. D'accord? Donc, ensuite, nous allons parler de la décharge. D'accord? Après la montée de l'émotion, comme j'ai dit, et la tension, il y a la décharge. La décharge, c'est quoi? Ça permet d'évacuer. C'est-à-dire qu'on est triste, on pleure pendant un jour, si possible, ça dépend des personnes, pendant 1 heure, pendant 2 jours. On décharge ce trop plein d'émotions et ensuite on remonte la pente. On est en colère, on exprime sa colère, on laisse couler sa colère. Attention, quand je dis on exprime sa colère, ce n'est pas faire subir sa colère aux autres. OK? On exprime sa colère, c'est que je suis en colère face à une situation. La première chose que je fais, je sors du cadre. C'est-à-dire, je sors du cadre dans lequel je suis, dans lequel j'ai eu de la colère. Je suis en face de quelqu'un. La personne m'énerve par rapport aux choses qu'elle me dit. Je quitte en face de cette personne et je vais évacuer ma colère. Et là, cette évacuation se fait en fonction des personnes et des tempéraments. D'accord? Certaines personnes vont prendre un oreiller, crier là-dedans, hurler, faire sortir tout ce trop plein de colère-là. D'autres vont appeler un être cher avec qui elles vont envoyer, parler sans cesse, expliquer. Et ensuite, certaines vont juste marcher ou faire le sport. OK? Moi, généralement, ce que je propose à mes clientes, c'est soit crier dans l'oreiller ou aller faire une activité sportive. Ça permet de se décharger. D'accord? Donc, selon les émotions, il y a une façon particulière de s'en décharger. OK. Maintenant, quel est le lien entre, on va dire, la confiance en soi et la gestion des émotions? OK. En fait, la plupart des personnes qui ont du mal à avoir confiance en elles, ça part d'abord des croyances. OK? Vous savez que les croyances, comme je le disais tout à l'heure, voilà, non, je ne l'ai pas encore dit, on va dire les croyances, c'est le résultat de pensées qu'on a entretenues à long terme et qui s'installent dans notre esprit et qui deviennent notre réalité, notre vérité, et qui n'est pas forcément la vérité, la réalité, qui n'est pas forcément vrai. Mais à force d'être face à une situation, je dis, je ne peux pas y arriver. C'est-à-dire que, imaginez, pour faire plus simple, les croyances, c'est comme un fil, d'accord? Au départ, le fil, c'est une pensée, ok? À force de répéter, le fil prend du volume, c'est-à-dire un deuxième fil, ça se colle, un troisième fil, et ça devient une corde, d'accord? Ça devient une corde, et c'est en ce moment-là qu'on parle de croyance, c'est-à-dire, c'est installé, j'y crois, on me dit le contraire, on me dit, par exemple, je suis belle, mais je crois fortement que je ne suis pas belle. On me dit, je suis compétente, tout le monde m'apprécie, mais moi, je dis non, je ne le suis pas. Il y a des personnes comme ça qui ont du mal à s'apprécier, qui ont du mal à croire en elles, alors que toutes les situations sont à leur avantage. C'est tout simplement parce que face à plusieurs situations, elles nourrissent cette pensée selon laquelle elles ne sont pas assez, elles ne sont pas capables. D'accord? Et donc, pour cette histoire de confiance en soi, je voudrais, on va dire, démystifier cela. OK? Et vous dire aujourd'hui que c'est normal
de ne pas avoir confiance en soi. Ça fait partie du chemin, d'accord? En réalité, la confiance en soi, c'est se sentir capable de quelque chose. Et si vous remarquez, c'est que à chaque fois que vous êtes face à une situation nouvelle, une situation une nouvelle que vous ne connaissez pas, vous devez franchir un pas, changer de level, il y a toujours cette peur-là. Il y a toujours cette sensation de est-ce que je vais y arriver? OK? Donc, la différence entre les personnes qui ont confiance en elles, comme on dit, et celles qui n'ont pas confiance en elles, c'est pas que ces personnes-là sont toujours, on va dire, sûres d'elles. D'accord? La différence, c'est que ces personnes agissent malgré la peur. Parce que la plupart du temps, on confond confiance en soi et peur. C'est normal d'avoir peur face à une situation. D'accord? Ce qui n'est pas normal, c'est se laisser envahir par la peur. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps aux personnes qui manquent de confiance en elles. Vous allez beau prendre des cours de confiance en soi, vous allez beau, je ne sais pas, lire des livres. Le seul remède efficace que moi je connais par rapport à la confiance en soi, c'est le passage à l'action. Pourquoi? Prenons toujours le cas de la personne qui a du mal à parler en public, OK? Et qui se dit, qu'est-ce qu'on va me dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi et tout ça. Imaginez que cette personne se dit, je ne parle pas en public parce que je ne sais pas le faire. Et elle va s'inscrire à un cours de Toastmaster. J'ai eu une cliente comme ça qui s'est inscrite au cours de Toastmaster, même comme je lui ai dit, ce n'est pas ça le défi chez toi. Elle est allée s'inscrire. On lui a appris toutes les techniques. Maintenant, au moment de passer à l'action, elle est incapable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle entretient une croyance selon laquelle les gens vont la juger, elle est nulle, elle n'est pas prête, elle n'est jamais prête, d'accord? Donc, la meilleure façon de dénouer le nœud, on va dire, on va dire dénouer, est-ce que c'est dénouer? De briser ce fil-là, d'accord? Cette corde, de l'affiner, ensuite de la faire disparaître, c'est s'efforcer de passer à l'action. Parce que quand vous allez passer à l'action, c'est-à-dire que quand cette personne va prendre la parole en public une fois, et que ça va bien se passer, d'accord? Ou même si ça se passe mal, au moins elle aura essayé. Elle sait aujourd'hui que si demain je prends la parole en public, voilà ce que je peux corriger. Déjà, c'est comme si elle venait, on va dire, enlever un fil, d'accord? Et elle va commencer à créer la corde de la confiance en soi. D'accord? Donc, au fur et à mesure que vous posez les actions, vous détruisez ce fil-là et vous construisez une autre corde de confiance en soi. D'accord? Donc, en réalité, les croyances, en ce qui concerne la confiance en soi, les croyances se gèrent dans l'action, dans les pensées. J'interroge mes pensées. Je dis, je ne suis pas capable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis sûre à 100%? Si je ne suis pas sûre à 100%, qu'est-ce que je devrais penser pour pouvoir passer à l'action ou pour pouvoir me sentir bien? Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut agir et surtout, ne pas avoir peur de passer à l'action, même quand, ne pas s'empêcher, on va dire, de passer à l'action, même quand on a peur. Il y a toujours cette petite peur. Mais moi, tout à l'heure, je ne savais pas qui allait être en face de moi, à part Rosemary. J'avais une petite peur, j'avais une petite appréhension, surtout qu'aujourd'hui, je n'ai pas de PowerPoint. D'accord? Habituellement, je fais un PowerPoint bien structuré. Aujourd'hui, je me suis dit, OK, je vais expérimenter quelque chose de nouveau. Mais évidemment, quelque chose de nouveau que j'expérimente, il y a tous les contours que je ne maîtrise pas. Vous avez vu ici que j'ai voulu faire des schémas et je vois tout ça, mais je n'ai pas pu l'utiliser. Mais au lieu de me fragiliser intérieurement, au lieu d'avoir un dialogue interne qui va et me dire, vraiment, tu es coach, tu viens présenter devant les gens et puis regarde ce que tu fais. Le langage que le dialogue interne que j'ai eu, c'est que
en fait, en réalité, c'est un apprentissage. Ce qui nous fragilise souvent, c'est qu'on a l'impression que la vie est un combat. La vie est une lutte perpétuelle. Il faut gagner. On nous a appris à gagner. À chaque étape, il faut gagner. Il faut gagner. Il faut être parmi les meilleurs. Il faut être parmi les premiers. En réalité, la vie, ce n'est pas ça. Pour moi, hein. Pour moi, la vie, c'est un apprentissage. C'est qu'on est sur Terre pour se rapprocher de notre meilleure version. Et c'est un peu comme des escaliers qu'on monte. D'accord? À chaque étape, on va dire, on a des épreuves et ces épreuves-là sont là pour nous faire apprendre des leçons et évoluer jusqu'à ce qu'on se rapproche de notre meilleure version et qu'on donne ce meilleur-là au monde. D'accord? Donc, si on rentre dans cette dynamique, en fait, la vie n'est pas une lutte continuelle, la vie, c'est juste un apprentissage. On va dire quoi? On n'échoue pas, comme le disait Nelson Mandela, on apprend. D'accord? Voilà, donc voilà le petit partage que j'ai voulu faire avec vous au niveau des émotions. J'ai vraiment voulu simplifier, comme j'ai dit, de sorte à ce que ce soit un échange. OK? De sorte à ce que ce soit un échange. Donc, je vais m'arrêter là et puis j'attends vos impressions, vos questions, des zones d'ombre qu'il faut. Voilà. Alors, alors, je ne sais pas si la connexion là est meilleure. J'ai changé de réseau. Là, on m'entend ou pas? OK. Alors, je vais te poser, coach Micheline, du coup, les questions que m'a laissé Jennifer, qui ne pouvait pas être là ce soir. Alors, attends. Voilà. Donc, tu as répondu un peu, mais peut-être si tu vas juste élaborer. Comment différencier entre gérer ses émotions et les étouffer? Ben, les étouffer, ce n'est pas les gérer. En fait, gérer ses émotions, c'est en fait faire passer ses émotions sur le cycle que je t'ai montré. Donc, quand ça monte tension, ensuite, il faut décharger. Il faut laisser couler. Il faut exprimer. J'ai une amie qui a dit quelque chose, ça m'a frustrée. Je respire. Il y a des façons d'évacuer l'émotion. Je respire. Des respirations profondes, comme ça, par le ventre, et je sors. Ça permet de s'aérer à l'intérieur. Et ensuite, je peux aller marcher, histoire de voir un peu plus clair dans mon esprit. Parce qu'en réalité, ce qui se passe lorsqu'on est submergé par une émotion, le cerveau, la partie émotionnelle du cerveau vient submerger la partie rationnelle. Ce qui veut dire quoi? Lorsqu'on est trop plein d'émotions, on n'est pas capable de rationaliser. C'est-à-dire, de façon terre à terre, on devient bête. D'accord? On réagit à l'instinct, on réagit, on n'a pas, voilà. Donc, pour retrouver vraiment sa sérénité, sa fluidité et toute son intelligence, d'accord? C'est important d'évacuer cette émotion-là avant d'interagir avec la personne. OK? Donc, c'est ça, la différence, c'est que la personne qui n'exprime pas ses émotions, c'était ça la question? Oui, voilà, c'est ça. Étouffer les émotions ou gérer les... Est-ce que étouffer... Mais je pense que c'est en lien avec la... Voilà. Donc, la personne qui ne... Vas-y. Vas-y, tu penses que c'est en lien avec... Je pense que c'est en lien avec la question suivante, parce que la question suivante, c'était comment partager ses émotions au travail sans être perçu comme faible. Parce que autant dans le milieu familial, peut-être on peut exprimer ses émotions, autant dans le milieu professionnel, voilà, c'est pas toujours possible. Donc, je pense que c'était les deux Okay. un peu en lien. OK, donc partager. Donc, je pense que la personne voulait dire comment partager son ressenti. C'est ça? Oui. Bon, écoutez, ça dépend de qui on a en face. D'accord? Je pense que ce qui marche dans les relations, c'est, on va dire, cette capacité, un bon leader pour moi, c'est ce leader qui a la capacité de montrer
comment est-ce qu'on peut dire, sa fragilité par moment, son côté humain, d'accord? Qui a cette capacité-là à dire, franchement, j'ai été en colère, j'ai eu mal, d'accord? Face à telle situation, et on discute. Donc, il n'y a pas de mal pour moi à partager, en fait. Donc, c'est ce qui mise les relations. Parce qu'en réalité, quand on est en entreprise, on veut tellement être parfait, OK? On veut tellement être parfait. Vous imaginez un boss qui arrive, on ne sait jamais ce qu'elle pense, on ne sait jamais comment elle se sent, on ne sait jamais quand elle est même quand elle est en colère, on ne sait pas pourquoi elle est en colère. À votre avis, est-ce qu'elle peut avoir de l'influence sur son équipe? Parce qu'en réalité, les gens sont sensibles à tout ce qui est, on va dire, émotion. Vous allez voir que même dans les publicités, ils jouent là-dessus. Parce que l'être humain parle à travers les émotions. C'est ce qui... Voilà. Donc, si vous voulez être fermé, le risque, c'est que les autres ne vont pas vous comprendre et les autres ne vont pas venir vers vous et s'ouvrir. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Parce que dans certains milieux professionnels, le fait de... Comment dire? Le fait d'exprimer certaines émotions, ou en tout cas dans des milieux professionnels qui sont très, très, très compétitifs, on va exploiter ça comme une faille pour vous noyer, en fait, pour vous dire que, je ne sais pas, elle a pleuré l'autre jour, du coup, elle ne sait pas gérer ses choix. Il y a certains... Évidemment, le montrer un côté humain et tout ça, c'est important, mais il y a certains milieux professionnels qui sont plus ou moins hostiles. Et là, au contraire, si vous montrez vos émotions, c'est comme donner le signal de mise à mort des autres, en fait. Je sais pas. Ok, je comprends. Ok, dans la gestion des émotions, c'est pas forcément que, par exemple, j'ai envie de pleurer, je pleure devant vous. C'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est que comment est-ce que j'évacue? Comment est-ce que quand je pleure un bon coup et je reviens? Ok? Je suis en colère. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand on est en colère, c'est normal d'être en colère pendant un temps. D'accord? Ce qui est dangereux, c'est quand on est en colère sur une longue période et puis qu'on fait subir cette colère aux autres. D'accord? Donc, ce qui se passe, je suis en colère, je suis en réunion avec mes collaborateurs et puis je sens la colère monter. Déjà, dans la gestion des émotions, la première chose, c'est d'accepter les émotions et de commencer à se connaître, apprivoiser mes émotions. Donc, je sais à quel moment, qu'est-ce qui me met en colère et quelles sont les réactions physiologiques quand je suis en colère. Donc, quand ça commence, je trouve un moyen de m'éclipser, si c'est possible, physiquement, ou même je m'éclipse mentalement. C'est que je suis là, mon esprit est ailleurs, le temps d'évacuer cette colère-là, et puis je reviens. Donc, c'est clair que ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon automatique, c'est un apprentissage. D'accord? C'est un apprentissage. Donc, je suis d'accord quand la personne dit montrer ses émotions, ça peut être fragilisant, ok, mais même si on ne montre pas ses émotions, il faut après parler de son ressenti, c'est très important. Ça permet aussi de la décharge, c'est aussi une façon de décharger. Il faut parler de son ressenti, il ne faut pas garder les choses dans le cœur. C'est vrai, j'ai évacué l'émotion, mais il faut que je discute avec la personne ou bien j'analyse la situation de sorte à ce que la prochaine fois, ça ne revienne plus, quoi. D'accord. Et alors, la troisième question, c'était comment surmonte-t-on les préjugés culturels sur nos émotions? Là, je ne sais pas trop. Oui, je pense que c'est dans le même sens que la première question, d'accord? Comment surmonter les préjugés culturels sur nos émotions? Je suis en joie, je suis dans un environnement hostile à la joie. Écoute, ça dépend, ça dépend des circonstances. Peut-être que je suis en joie et puis bon, dans la journée, on a perdu un collègue, je donne un exemple. Et puis moi, je suis dans une joie vraiment, je me suis réveillée de chez moi et puis je viens, je commence à sauter. Bon, c'est vraiment déplacé, on est d'accord.
Voilà, donc c'est dans ce cas-là qu'il faut, je pense, tout ça fait partie aussi de l'intelligence émotionnelle. Déjà, comprendre l'émotion que vit l'autre, de sorte à interagir avec cette personne. OK? Sans toutefois être une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que absorber les émotions des autres, mais comprendre et respecter ce que vivent les autres. C'est important. Voilà. Mais attention, ne rentrez pas dans cette histoire parce que l'autre est triste, je dois être triste. On peut être dans l'empathie sans être contaminé par l'émotion de l'autre, en fait. OK. Voilà. Merci beaucoup, coach Micheline. Alors, voilà, désolée, j'ai trusté les questions, mais on m'avait confié 3 questions à poser. J'ai mission accomplie. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question à poser à la coach Micheline sur la gestion des émotions dans le cadre professionnel. Ou peut-être des cas que vous avez vécus, voilà, où vous souhaiteriez débriefer avec la coach Micheline, voilà, un moment où, je sais pas, où vous avez été pris d'émotion, vous avez pleuré, ou au contraire, vous avez crié au bureau, et comment faire pour mieux faire les prochaines fois. Je ne sais pas si quelqu'un a soit un vécu à partager ou une question. Voilà, c'est surtout pour ça que je n'ai pas voulu faire de présentation trop compliquée, quoi. Faut qu'on discute, donc je vous écoute. J'ai une question. Bonsoir, coach Micheline. Bonsoir, Cécile. Comment peut-on faire quand on est face à un manager qui a une attitude, comment dirais-je, avec une intonation un peu directive, donc un mode de management très directif et parfois qui peut être blessant. Comment peut-on gérer au quotidien cette émotion sans se sentir blessé ou bien rabaissé? Voilà, quand on sent parce que c'est pas évident avec un manager, c'est pas la même chose que quand on est avec un collègue. Donc voilà, une situation qui est pas simple, mais comment peut-on faire? Donc oui, décharger ses émotions, mais si c'est quotidien, c'est pas facile. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, je comprends. Ce qu'il faut se mettre déjà à se dire, c'est que vous ne pouvez pas refaire l'éducation de votre manager. C'est-à-dire que la circonstance, c'est-à-dire le manager qui gère mal ses émotions et qui vous parle n'importe comment, c'est une circonstance qui ne change pas parce que vous n'avez pas la capacité de le faire changer. Ce que vous pouvez changer, c'est votre réaction face à cette circonstance. D'accord? Et dans ce cas de figure, la première chose à considérer, c'est que quelqu'un qui blesse, c'est une personne blessée. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que ce manager-là est forcément mal dans sa peau, a du mal à gérer ses propres émotions, donc il ne sera pas capable de gérer vos émotions. Il s'en fiche pas mal, parce que lui-même, il ne gère pas les siens. Il se sent mal dans sa peau, et comme il se sent mal dans sa peau, il fait mal aux autres, parfois même sans s'en rendre compte. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une réinterprétation de la situation. Au lieu de le voir comme on dit ici maintenant, le méchant, vous le voyez comme cet enfant-là qui a grandi. C'est un adulte, mais qui est resté enfant. D'accord? Peut-être par rapport à certaines blessures, par rapport à un mal-être, par rapport à une situation qui se passe mal dans sa vie, qu'il n'arrive pas à gérer. D'accord? Donc, ce qui fait que il est amené à martyriser, on va dire, les autres. Voilà. Donc, si vous avez ce regard-là, vous dites qu'en réalité, ce n'est pas moi le problème, c'est lui. Vous le considérez comme quelqu'un qui est malade en griffe, bien sûr, qui a plutôt besoin d'aide. Je pense que ça va passer, quoi. Ça va passer. Et surtout, ne pas prendre ces agissements comme une attaque personnelle. OK? Très clair. Voilà, donc c'est ça. À chaque fois, réinterpréter. Et puis, comment est-ce que ça se passe? C'est que c'est vrai que réinterpréter au départ, c'est pas forcément automatique. D'accord? Donc, Cécile reçoit un choc, son manager lui lance une parole vraiment blessante. C'est que vous vous retirez.
de la situation. Ça peut être se retirer mentalement ou même physiquement. Pars dans ton bureau, tu respires un bon coup. Ensuite, réinterprétation de la situation. Supposons qu'il a dit, ben, Cécile, vous êtes idiote pour ce rapport. C'est quoi, vous avez pondu comme ça? Réinterprétation. Est-ce que je suis vraiment idiote? Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai à 100%? D'accord? Et faites cet exercice-là de façon constante. Et maintenant, au fur et à mesure que vous le faites, votre esprit, vos croyances dans ce sens-là vont se renforcer. Et puis, ça ne sera plus un problème. Quand il va faire, ce sera comme si on vous versait l'eau sur le corps, en fait. Donc, restez, voilà, c'est ça. Et puis, ce genre de personnes, ils ont besoin d'amour. Donnez-lui beaucoup d'amour. On combat le mal par l'amour, donc ça, c'est voilà, super. c'est ça, en fait. Moi, c'est ma façon de faire, en fait. Voilà. Non, mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est hyper important et merci pour ces conseils parce qu'au contraire, si on ne fait pas ça, bah justement, notre confiance en soi, elle va se rabaisser encore plus si on écoute tout, on prend tout et tout, alors que c'est pas vrai. Enfin voilà, si on part du principe que l'exemple Cécile, tu es idiote, non, c'est faux. C'est clair. Faire ce travail-là. Voilà. Voilà. Et à force de le faire, ben, écoute, à un moment donné, il ne pourra rien, quoi. Ça ne pourra pas agir sur vous. Tout simplement. Mille merci. Merci, Micheline. En prie, Cécile. Alors, je vois la main levée de Edna. Vas-y, ouvre ton micro. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, Edna. Moi, c'est Edna. D'accord. Merci beaucoup pour le partage. J'aimerais juste partager quelque chose et savoir si j'ai bien fait. Alors, pendant longtemps, j'ai travaillé avec une personne qui vraiment, tout le monde avait peur d'elle. Parce que c'est une patronne. Et donc, d'habitude, des mots qu'elle dit, au fait, c'est des mots blessants. Où elle dit, je ne vous ai rien demandé, sortez de mon bureau, excès de zèle. C'est juste des mots pas gentils quand même qu'elle dit à ce que ce soit assistant, chargé de mission. Et donc, en fait, quand elle dit les paroles négatives et tout, en même temps, moi, je le rejette. Ça, je donne un exemple. Quand elle dit, par exemple, tu es qu'une idiote, quoi. En moi, je me dis, en même temps, je me dis, je rejette, je ne suis pas une idiote. Et quand je vais dans mes bureaux, au fait, je me dis, au fait, bon, c'est sûrement parce qu'elle a voulu dire ce qu'elle veut, en fait, sa réaction, en fait, veut m'amener à m'améliorer. C'est-à-dire, en fait, je me dis, tiens, en fait, comment est-ce que j'aurais pu mieux le faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Peut-être que je n'aurais pas dû agir comme ça. Peut-être prochainement, je vais faire comme ça. Juste pour avoir une autre attitude, en fait, à tenir la concernant. Donc, en fait, c'est un peu comme ça. En fait, je me dis, ce qu'elle veut dire, en fait, veut m'amener à m'améliorer. Tout simplement, je me dis, je suis là pour apprendre. Sûrement que j'ai une attitude qui n'était pas la bonne. Il faudrait que, voilà, je m'améliore et tout. Voilà, donc, je voulais savoir, en fait, si c'est la bonne attitude face à une personne compliquée. Ok. Dans ton approche, il y a deux aspects. Ok. Le premier aspect, c'est que c'est bien de réinterpréter, mais attention, ne pas rester dans une sorte de blâme. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, Edna, c'est que on peut se tutoyer, je suis plus à l'aise avec le tutoiement. Alors, donc, ce qui est on va dire, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'elle te lance des pics, c'est que c'est vrai, tu ne valides pas ce qu'elle a dit entièrement, mais derrière, tu te blâmes, tu culpabilises. Et à force de le faire, ça fragilise aussi ta confiance en soi. OK? L'idée, c'est vraiment de réinterpréter, mais ne pas se culpabiliser, se blâmer. Voilà. C'est
c'est très important de ne pas rentrer dans ça, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que Un instant. Ah, voilà. Parce que se dire à chaque fois, je n'ai pas bien fait. Rosemary, donne-moi une seconde. Ah, oui. Je fais descendre mon fils qui est à la porte, qui est en train de... D'accord, oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Je suis à la maison, je n'ai pas eu le temps de repartir au bureau. Du coup, voilà. c'est pas... Non, je t'en prie, je renchérissais juste dans ton sens parce que, effectivement, après, ça devient un piège si à chaque fois, tu te dis que je n'ai pas assez bien fait, je peux faire encore mieux. Au bout d'un moment, ça peut devenir, ça peut devenir aussi toxique. Hein, voilà, de toujours se remettre en cause, Bon, c'est bien de se remettre en cause, mais quand c'est toujours et toujours dans le même sens, au bout d'un moment, ça peut devenir aussi, ça peut devenir aussi quelque chose de malsain pour toi-même. Alors, en attendant le retour de la coach Micheline, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aura une question à poser, sinon il est déjà 20h. On a commencé à 19h10, donc on va essayer de finir à 20h10, pas dépasser l'heure. Ok, je vois ta main levée, Jessie. On attend juste que la coach Micheline puisse revenir et puis tu pourras poser ta question. Je suis là, c'est bon. Voilà. Merci. Merci, coach Micheline. Bon. Et voilà, donc Jessie avait une question. Jessie, si tu peux ouvrir ton micro. Merci beaucoup. Rebonsoir à tout le monde. Bonsoir, Jessie. D'accord. Moi, je vais poser une question allant dans le sens opposé de la question de Cécile. Je prends un cas pratique. Je suis un manager et j'ai en face de moi, dans le groupe, 2 ou 3 éléments qui n'ont pas la même vision du département. D'accord. Qui n'arrivent pas de façon opérationnelle de bien faire le travail. Et tous les jours, je reviens sur les mêmes choses. Bon, vous pouvez imaginer 2, 3 jours par la suite, ça deviendra ennuyeux et énervant. En pareille circonstance, qu'on doit tenir. Je vois derrière votre question, derrière ta question, est-ce que je m'énerve ou pas? Exactement. Est-ce que je pète les plombs ou pas? Alors, ma réponse est très simple. Déjà, je vais poser la question, est-ce que quand on crie sur vous, Jessie, quand on vous engueule, vous avez envie de faire plaisir à la personne? Non, non, pas du tout. Est-ce que pour faire passer un message, on a besoin de crier ou on peut juste être ferme? Je pense que la fermeté est la meilleure des choses. Tu as la réponse parce qu'en réalité, lorsqu'on rentre dans cette colère-là, on tape sur la table, la personne en face se braque en fait. Et du coup, le résultat qu'on veut atteindre, on ne l'a pas. Donc, un leader, c'est celui-là qui arrive à influencer les autres, même quand c'est chaud, dans la fermeté. Tout est dans le ton et dans la posture. C'est bon? Je vous suis très, très bien, madame. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je suis satisfait. D'accord, super. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? 20h05, on a encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions à poser à la coach Micheline sur la gestion des émotions?
Pas de questions? Une fois, 2 fois, 3 fois? OK. Alors, c'est à juger, donc pas d'autres questions. En tout cas, donc merci beaucoup, coach Micheline. Tout le plaisir est pour Voilà, moi. pour toutes ces indications. C'est vrai que bon, la gestion des émotions, c'est pas facile dans le milieu professionnel, c'est pas toujours évident. Et merci pour toutes ces clés que tu nous as données. Moi, si j'avais une dernière question, en fait, par rapport à la décharge, est-ce que par rapport aux quatre émotions primaires que tu nous as citées, est-ce que tu peux donner pour chacune un ou deux exemples de décharge? Je crois que tu l'as fait pour la tristesse et la colère, mais voilà, est-ce qu'en résumé, tu peux nous dire, voilà, tristesse, je fais ça, Ok, colère, je fais ça. d'accord. Pour la tristesse, généralement, pour la tristesse, c'est que on a envie de pleurer, hein. On pleure. Ou bien on a besoin de parler à quelqu'un pour lui partager ce qu'on ressent. Ou bien tout simplement, on prend une feuille et on écrit juste tout ce qu'on ressent. Ça permet d'évacuer aussi. Et puis, pour la colère, il y a, comme j'ai dit, crier dans un oreiller, parler à quelqu'un, aller marcher, faire le sport, voilà quoi, qui permet d'évacuer tout ça. Mais le plus important, c'est la réinterprétation. D'accord? Surtout dans les cas de colère, la réinterprétation, c'est très important. Parce qu'à la base, c'est un peu comme la gestion du stress. On va vous dire, faites de la méditation. J'aime beaucoup la méditation, hein, mais ça, c'est limite. Tant que le défi n'est pas géré à la base, c'est que la cause de cette colère-là, ou bien la cause de ce stress, tant que ce n'est pas géré à la base, ça revient à chaque fois. Et à chaque fois, il faut refaire le processus. C'est pourquoi, après avoir déchargé, on se pose les bonnes questions. Voilà. Donc, on a parlé de la colère, de la tristesse. Ben, la peur, ça dépend. OK? Si vous avez peur d'un lion, je ne vais pas vous dire d'aller affronter le lion. OK? Donc, mais la plupart du temps, les peurs se gèrent dans l'action. C'est que j'ai peur d'entrer en relation avec les gens, de networker avec les gens. Je crée des situations, je vais dans des endroits où je me dis, mon objectif aujourd'hui, c'est de parler à 5 personnes. Et je me lance. Et au fur et à mesure qu'on le fait, la peur diminue et on gagne confiance en soi. D'accord? Donc, passez à l'action même quand vous avez peur. Voilà quoi. Ensuite, après la peur, on a la joie. Vous écoutez la joie. La joie, c'est voilà. Donc, c'est un peu cela. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. D'accord. Donc, merci beaucoup, coach Micheline. Un plaisir. Voilà, on va te libérer. Donc, voilà, je vous remettrai à nouveau les liens de la page, du site, de la coach Micheline. N'hésitez pas à aller, à liker, à partager. Et voilà, merci beaucoup pour ta disponibilité à chaque fois. Et voilà, merci à tous d'avoir été présents et puis aussi pour vos questions qui ont rendu ce moment-là interactif. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao. À bientôt. Ok, merci aussi et puis bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci.